Fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision SSC, bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éclairage, toujours avec Bernard Pouilly. C'est toujours un plaisir de vous retrouver afin de décortiquer l'actualité. Mais aujourd'hui, nous allons parler du traitement de l'information ou des informations dans les médias congolais, de l'information de l'actualité relative à la guerre d'agression qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et la bonne nouvelle est que je ne veux pas les traiter ou traiter cette question avec des profanes. J'ai le plaisir de recevoir pour vous dans ce studio Monsieur Pascal Chikidilou, qui est un chercheur en sciences de l'information et de la communication. Il est également chercheur en journalisme de guerre, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Bernard. Merci à vous, Monsieur Pascal, de nous avoir accordé ce temps et je pense que ces échanges seront fructueux. C'est moi qui vous remercie pour nous avoir donné la part de participer sur votre plateau. Merci beaucoup, Monsieur Pascal. Et il n'est pas seul. Nous sommes également avec un corps scientifique également, Monsieur Doudou Kabeya Mounongo, qui est également cadre de l'UDPS, le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Monsieur Doudou, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre émission. On va commencer avec Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, par rapport au traitement de l'actualité par les médias congolais, notamment la guerre d'agression qui sévit dans l'Est de la RDC. Quelle est votre analyse par rapport à ce que les médias congolais, et particulièrement ceux de Kinshasa, produisent comme traitement par rapport à ces informations qui nous parviennent de l'Est? Merci beaucoup, Monsieur Bernard, de nous avoir donné l'occasion d'expliciter cette recherche qui nous a pris beaucoup de temps et qui a été motivé par rapport aux réalités et questionnements de la société, parce que ce que nous savons, chaque recherche scientifique a pour objectif de donner une solution à un problème de la société. La République démocratique du Congo, depuis 30 ans, sous la guerre, sous l'agression, plusieurs formes de guerre dans notre pays, surtout à l'est de la République, et nous nous sommes donné la tâche d'examiner les traitements de l'information sur la guerre, précisément la guerre du M23, où nous avons constaté, nous sommes partis par quelques questions, dont nous nous sommes d'abord posé la question de savoir comment la presse congolaise traite cette information et quelle place la presse congolaise accorde à cette information. En matière des informations de guerre, il y a un problème qui se pose au niveau de la sensibilité, et ces informations sont souvent des informations top secret, où d'un côté, les gouvernements gardent momentanément les informations pour les secrets d'État, et de l'autre côté, les journalistes étant pressés, tel que son métier, la presse, voilà, la presse pressée pour donner l'information. Et vous allez constater que le métier du journaliste se retrouve dans une situation inconfortable, en fait, où, tel que je viens de le dire, d'un côté, le gouvernement garde l'information pour le secret d'État, de l'autre côté, les journalistes pressés pour donner l'information. Maintenant, comment concilier ces deux devoirs? Très difficile. Exactement. Et pendant cette période, le journaliste ne doit pas traiter l'information de guerre comme s'il traitait toute information de la société, toute information politique, information sociale. Parce que dans les informations de guerre, le journaliste doit adopter un comportement où la population qui traverse cette guerre vit dans un environnement contraignant. Et le journaliste étant formateur et informateur doit travailler de sorte que cette population puisse mieux vivre dans cet environnement contraignant en donnant des informations. Mais comment informer et quelle place accorder à cette information? Comment informer et quelle place accorder à cette information? Vous venez justement d'expliquer que le gouvernement
contraint les journalistes à ne pas donner certaines informations pour raison des sensibilités, par exemple. Mais les journalistes, lui, a un devoir vis-à-vis de son public, c'est de l'informer de tout ce qui se passe en temps réel. Vous voyez, et l'information aussi, nous savons, a un caractère préventif. Qui permet à la population de prévenir, par exemple. Parce que comment pouvez-vous trouver qu'il y a, par exemple, une incursion qui est prévue le soir et que le journaliste qui a l'information ne puisse pas relayer parce que, justement, le gouvernement l'interdit. Comment vous trouvez cette thèse? Merci beaucoup. Vous allez constater dans les informations de guerre, il y a la dimension des propagandes de guerre. Il y a la dimension de la désinformation citoyenne qui entre en vigueur. Cette dimension, c'est une dimension où chaque citoyen doit participer à la formation de l'information. Chaque citoyen doit être éveillé par rapport à la formation ou à l'information. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous allons constater qu'avec le journalisme, nous avons la théorie d'agenda setting, où c'est les journalistes qui imposent au public ce que le public doit consommer. Mais lorsqu'on veut imposer au public ce que le public doit consommer, il faut savoir de quelle manière le faire. Parce que les informations de guerre, lorsque vous allez dire, lorsqu'une partie du pays est occupée, mais sache bien qu'il y a plusieurs fois où on nous a trompés, parce que la désinformation joue un rôle d'une arme de guerre. Il y a plusieurs fois où on nous a trompés, telle partie du pays est tombée pendant que la partie n'est pas tombée. Et cette désinformation-là vient créer ce qu'on appelle en psychologie la psychose. Et cela va créer la panique dans le chef de la population. Et maintenant, comment le journaliste doit se comporter devant ce genre de situation? Ce sont des questions pareilles que nous sommes en train d'aborder dans notre recherche parce que vous devez savoir que le monde évolue. Et notre métier, notre travail de journaliste doit aussi évoluer. Et l'évolution de ce travail doit s'adapter avec le moyen mis en place dans le monde pour informer. Les moyens mis en place dans le monde, deux fois, à l'époque, il y a, peut-être dans d'autres domaines, il y a la désinformation qui est vraiment interdite. On ne peut pas désinformer. Une dernière question avant de prendre M. Pascal. Vous avez parlé, à vous entendre parler, on sent que vous avez plus peur de la manipulation de l'information au détriment de la population. Parce que là, quand vous parlez de donner des fausses informations, aujourd'hui, nous remarquons que la guerre d'agression qui s'est vue dans la RDC est également numérique, est également informationnelle. Parce que nous voyons comment les rebelles ont également mis des moyens en place pour assurer une communication en temps réel. Et cette communication-là, c'est ce que vous venez de dire justement aussi de soulever, qui pousse à semer la terreur, c'est-à-dire annoncer l'occupation ou la prise d'un territoire alors que cela n'est pas encore le cas. Donc c'est plus la manipulation de l'information que vous craignez dans votre recherche. Nous ne craignons pas la manipulation de l'information, mais notre souci est que de la même manière que les moyens sont mis en place par l'équipe adverse, c'est de la même manière que le gouvernement doit travailler. Et pas seulement le gouvernement, la population en entièreté doit travailler. Nous devons rester vigilants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la guerre que nous vivons en RDC à l'Est passera. Mais on ne va pas rester les bras croisés en disant on a fini la guerre, on reste calme. Non. Étant chercheurs, nous devons mettre en place et éveiller la population des systèmes, des techniques, des manières et qu'est-ce que je veux dire? Des théories qui pourront faire qu'à la longue, notre population, nos médias, nos journalistes, le gouvernement, pourquoi pas dire même l'État d'une manière générale, puissent travailler dans ce domaine du traitement de l'information, afin que ça soit aussi une arme telle que le monde entier l'utilise. Vous allez constater que aujourd'hui l'information n'est pas
seulement pour donner un renseignement à une personne. L'information est devenue une arme de guerre, une arme puissante. Et si nous négligeons ces domaines, et aujourd'hui en RDC, surtout nous qui parlons de la démocratie, mais nous devons savoir que quand un pays est en guerre, nous devons arriver à la dimension de comprendre qu'on ne doit pas commencer à discuter sur la démocratie. Non, là c'est la patrie qui est menacée. Nous devons nous mettre en accord pour sauver d'abord la patrie. Et la manière de le faire, c'est là où nous sommes pour mettre en place des théories, des méthodes. Comment faire impliquer tout le monde dans une guerre afin que les informations qui circulent puissent être des informations salutaires, puissent être des informations d'éveil, puissent être des informations qui imposent une manière de vivre par une population qui se retrouve dans une situation contraignante. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Chikidilou, Monsieur Doudou. Nous allons également vous écouter. Vous venez de suivre Monsieur Pascal et il parle de la participation de la population à la formation même de l'information. Donc, il dit que la population doit être sensibilisée pour qu'elle prenne part également, surtout celles qui vivent dans des zones occupées, qu'elles prennent part à la formation de l'information. D'après vous, est-ce que cela est une bonne approche par rapport au vécu quotidien de la population qui vit dans la terreur déjà? Et si c'est une bonne approche, comment le gouvernement peut-il s'y prendre, par exemple? Parce que je ne pense pas que ce soit un travail de journaliste, c'est le travail du gouvernement. Comment on peut s'y prendre? Sinon, je vous remercie une fois de plus de la parole et surtout de la confiance bien daignée accordée à notre modeste personne pour être invité aujourd'hui. Dans l'entrée de jeu, je dois une fière chandelle à mon ami et frère Pascal Chikidilou Ntumba, qui a mené des études de haute facture. Déjà, on doit se le dire clairement, et surtout que ça cadre dans les contextes actuels de notre pays où nous sommes menacés par des voisins qui envient notre sol et sous-sol. Et je crois bien qu'il y a une manière très particulière pour pouvoir orienter nos populations. Donc, je suis d'avis avec ces genres de recherches. Sinon, je peux recommander à notre frère, avec ces types de recherches, pourquoi ne pas d'aller rencontrer l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, avec ces genres de recherches, aller parler avec elle ensemble, qu'ils peuvent voir comment trouver des issues pouvant faire en sorte que la population soit sensibilisée. Surtout qu'il ne faut pas l'escamoter. L'actuel ministre de l'enseignement supérieur a impacté dans beaucoup de choses. Moi particulièrement, comme acteur politique, depuis l'avènement d'ailleurs du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la seule ministre qui m'a convaincu de loin, en observant en tant qu'observateur scientifique, en observant ces différentes actions sur terrain. J'ai vite constaté que cette ministre n'était pas de l'école de Makanda Kabombi, comme on faisait croire aux autres nagueurs, mais plutôt il fait partie de l'école de Anakle Makanda. C'est-à-dire que moi d'abord, comme acteur politique, cadre au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès social, l'actuel ministre aussi fait partie des camarades de notre parti, et quand il fait quelque chose de bien, on doit toujours soutenir déjà de loin. C'est pourquoi j'ai recommandé l'ami aller la voir, pourquoi pas, pour qu'ensemble qu'ils puissent réfléchir. Déjà, n'oubliez pas, nous, comme l'UDPS, c'est
des sociaux-démocrates, nous sommes avant tout des réformistes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, le président de la République, depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, a initié plusieurs réformes. Et il a fallu des gens capables pouvant l'accompagner afin de réaliser ces réformes. Et ici maintenant, nous voyons la ministre actuelle de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation. Il a initié aujourd'hui, en observant les choses, plusieurs réformes. Il a initié plusieurs réformes structurantes, entre autres, n'oubliez pas, quand elle est plutôt venue à la tête du ministère de l'enseignement, ce qui m'a plus intéressé de parler d'elle, il y a aussi plusieurs ministres qui se distinguent, mais c'est vraiment elle qui m'a beaucoup intéressé depuis un certain temps. Exactement. Déjà, quand elle est arrivée à la tête de son ministère, elle commence par une évaluation. L'évaluation de quoi? Du système LMD, afin d'améliorer la qualité et l'alignement aux standards internationaux, en misant sur ce qu'on appelle la technique de forme, en dégageant les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces du système LMD. Et il ne s'est pas limité ça là, en misant sur cette technique de forme. Il est allé encore très loin en organisant la formation doctorale avec des critères plus stricts pour organiser les secteurs de l'enseignement avec un enseignement de qualité. On va y revenir. Alors, Monsieur Doudou, revenons à ce que venez également d'épingler. Si vous dites que l'UDPS est un parti social-démocrate, mais entendre Monsieur Pascal, dans un temps de guerre, la démocratie pourrait aussi peut-être être un obstacle par rapport à la gestion d'une crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui dans l'Est de la RDC. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie comme un frein ou un avantage? Un obstacle ou avantage? Non, la démocratie n'a jamais été un obstacle. Déjà, en suivant l'AMI, c'est juste question de savoir comment organiser les informations. Vous comprenez? Oui. La démocratie ne veut pas dire libertinage. Il faut toujours organiser l'information, peu importe sa façon de relayer. Exactement. Alors, monsieur, parce qu'on va revenir vers vous, vous avez parlé de la population qui doit être partie prenante à la construction de l'information. Là, vous faites allusion à la dénonciation, par exemple, des malfaiteurs ou des mauvaises personnes qui sont dans l'entourage de la population. Et là, je donne l'exemple, par exemple, de ceux qui vivent à Bunagana, à Goma, lorsqu'ils tombent sur une information importante, par exemple, d'un groupe rebelle qui organise, par exemple, une attaque, comment vous, en tant que chercheur, pouvez-vous appeler à une telle population à dénoncer cette attaque alors qu'elle vit actuellement dans cette zone occupée? Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Vous allez constater pendant un certain moment avec l'actuel ministre de l'information, Patrick Mouyaya, il y a eu des émissions qui se sont organisées, des briefings qui se sont organisés, où dans tout cela, vous allez constater que l'objectif est d'éveiller la population, la conscience de la population. Vous savez, le problème avec nous, avec la population congolaise, c'était cet abritissement où il n'y a pas un sentiment patriotique dans le chef de plusieurs. Pendant plusieurs années, nous avons vécu comme ça, où ce sentiment patriotique n'existait pas, n'existait presque pas. Mais depuis l'avènement de l'actuel chef de l'État, vous allez constater qu'il y a un travail qui s'est fait. On a commencé par la campagne Bendele Kouyaté.
Et nous avons constaté combien ça a éveillé quand même un grand nombre. Et après, aujourd'hui, nous sommes avec la campagne Congolais Téléma. Et toutes ces campagnes ont pour objectif d'éveiller la population. La population qui doit participer à la formation de l'information, c'est cette population-là qui a la possibilité de savoir dire que ça c'est faux, ça c'est vrai. C'est cette population-là, aujourd'hui, vous avez cette expression dont on utilise souvent d'une manière générique, le poison rwandais. Poison rwandais. C'est quoi? C'est le mensonge que nous avons sur les réseaux sociaux, sur le média. Des fois même, quand nous suivons le média de l'Occident, il y a des informations qui sont relayées. Des fois, nous détectons que ça, ils sont leur tendance ou leur ligne éditoriale, c'est pour montrer la faiblesse du Congo. Pendant que le Congo n'est pas faible. Exactement, mais cela nécessite une formation pour permettre à la population de discerner les vrais et les faux. Voilà. Cette formation n'est pas une formation qu'on va acquérir seulement à l'école. C'est une pensée. C'est une école. C'est un esprit patriotique qu'on doit incarner, que chaque Congolais doit incarner. C'est un vent. Et avec l'actuel chef de l'État, nous sentons que ce vent est en train de s'imposer petit à petit. Et aujourd'hui, vous allez constater, même celui qui est au fin fond de Kabea-Kamwanga vous pose la question sur la situation à l'Est. Ce qui n'existait pas. Celui qui est au fin fond de Bandundu vous pose des questions sur la situation à Goma, à Bukavu, ce qui ne se passait pas. Et avec cet élan, nous devons travailler encore. J'appelle plusieurs chercheurs dans ce domaine, que nous puissions travailler de sorte qu'on puisse mettre en place des théories, des techniques, enfin que le traitement de l'information de guerre dans notre pays, vous allez constater que la RDC, il y a quelques couacs. Lequel? Vous regardez en Russie, aujourd'hui tu ne peux pas aller en Russie pour dire qu'il y a une guerre entre Russie et Ukraine. Mais en Russie, c'est un régime autoritaire. Voilà. Si tu oses, on peut t'arrêter. Là, on dit la Russie est en train de se défendre. N'est-ce pas? Mais au Congo, nous sommes menacés pendant plus de 30 ans. Et on n'a pas pu même former notre classe médiatique. Yes. On n'a pas pu même former notre population. Mais on blaire. Non, mais lorsque vous parlez de la formation de la classe, de l'espace médiatique, justement comme ça, vous voulez appeler tous les médias, en fait, les médias dans son ensemble, à adhérer à la pensée gouvernementale. Ça sera un peu de la pensée unique, vous ne trouvez pas? Dans un contexte de guerre, ça, ce n'est pas la pensée unique. Dans un contexte de guerre, c'est la défense de la patrie. Mais on n'amène pas les journalistes à la défense de la patrie. Non, non. On amène les journalistes à traiter l'information. Il faut faire la différence entre le journalisme de guerre et le journalisme pendant la guerre. Le journalisme de guerre, c'est ce journaliste-là qui est embarqué par un groupe au front pour traiter les informations. Des fois, ces journalistes sont contraints à traiter les informations en faveur de la partie qui les a embarqués. Et ce sont ce genre de journalistes, des fois, qui relayent des informations fausses, qui sont des armes de guerre très puissantes. Ce sont des journalistes souvent embarqués. Ces journalistes n'est pas seulement au front avec les militaires. Il est embarqué même en étant en dehors du pays. Il travaille en étant embarqué par ces groupes armés ou bien par cette partie en guerre. Donc, il travaille en relais. En relais. Et il relaye des informations de fois fausses. Il vous dit, par exemple, à l'époque, on nous a lancé pour nous dire que Uvira est tombé. Pendant qu'Uvira n'était pas encore tombé, Uvira, c'était pour créer la psychose.
pour créer la crainte, pour créer la désolation, afin que la population soit démoralisée, notre armée soit démoralisée et ceux qui soient Kinshasa soient démoralisés. Et souvent, ce sont ces journalistes embarqués qui sont aujourd'hui pas seulement au front, il y a ceux qui sont dans des réseaux sociaux, il y a ceux qui sont dans des pays étrangers qui travaillent en étant embarqués par une partie en guerre. Exactement, mais cela dépend peut-être pas, d'après vous, vous qui avez fait, de recherches sur la question, est-ce que cela n'est pas dû aussi à la situation, au traitement que le gouvernement accorde aux médias qui sont censés l'accompagner? Ou soit les journalistes ont ce devoir-là patriotique justement d'accompagner l'État dans un contexte comme le nôtre. Je veux me rappeler, il y a une année où un journaliste a été chassé de la RFI. Pourquoi? Parce qu'il avait posé la question au président, si je ne me trompe pas, c'était président Sarkozy, au président une question qui n'était pas prévue. Après l'émission, ce journaliste a été chassé. Est-ce que ce journaliste n'était pas libre? Il ne faisait pas son métier. Pourquoi dans le contexte de la RDC, on va dire que ce n'est pas le journalisme? Non. Nous devons savoir, je dis, ce n'est pas encouragé. Je ne dis pas aux journalistes de travailler dans la direction du gouvernement ou du gouvernement, non. Mais il nous faut savoir faire la différence entre le gouvernement et l'État. Quand vous travaillez, le code d'éthique et déontologie du journaliste que nous avons en RDC, si c'est appliqué d'une manière intégrale, plusieurs journalistes n'allaient pas s'hasarder de toucher aux informations sensibles d'une manière désordonnée, aux informations que nous appelons les informations top secret, d'une manière désordonnée. Exactement. Voilà. Alors, monsieur Doudou, on parle de la sensibilisation de la population. Est-ce que le ministère, par exemple, de l'ESU, a peut-être pu avoir un rôle à jouer justement pour essayer de sensibiliser la jeunesse au patriotisme dans cette période de guerre pour ne pas diffuser ce que M. Pascal appelle le poison rwandais? Oui, je viens de vous étaler plusieurs réformes structurantes initiées par Madame la ministre, même la sensibilisation en fait partie. C'est-à-dire que nous devons le dire clairement, la démocratie ne veut pas dire la démocrature. La démocratie doit toujours être accompagnée, doit toujours être orientée pour que la population soit éduquée. Et nous le voyons même dans les chefs de nos élus nationaux. Je viens de vous étaler les différentes réformes initiées par la ministre actuelle, mais vous verrez que déjà dans les réseaux sociaux, dernièrement, je viens de lire plusieurs questions orales initiées par un groupuscule de députés nationaux avec l'idée, entre guillemets, de faire partir l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation. On n'interdit pas à un élu national de faire son travail. C'est tout à fait légitime, mais il ne faut pas avoir derrière votre travail des intentions qui peuvent déstabiliser non seulement la nation, mais aussi toutes les institutions. Et ces députés, entre guillemets, d'après mes câbles, ils auraient comploté déjà contre Madame la ministre. Une fois que Madame la ministre va se présenter à l'hémicycle, quelques excellentes préoccupations qu'elle pourra donner, mais elles vont toujours monter un scénario pour l'humilier à l'hémicycle. Vous voyez ce genre de choses déjà dans les chefs des élus nationaux, c'est déjà très dangereux. C'est pourquoi je hausse un peu le ton pour, en tant que les gardiens du templier de ces régimes, de conseiller à nos élus de faire très attention parce que, surtout à ce moment où notre pays est en train de connaître des problèmes très sérieux, des agressions par-ci par-là, et les institutions sont censées aussi
avoir une paix effective au lieu d'initier ce genre de choses au moment où vous avez quelqu'un qui travaille comme il faut et vous venez avec des complots juste pour peut-être, d'après mes informations, il aurait demandé l'argent à ses ministres et que ces ministres, comme ils ne donnent pas, elle pense qu'elle travaille bien, elle fait bien son travail, elle ne peut pas aller dans des compromissions. C'est ça déjà le problème pour lui. Or, dans ces pays, dans ces genres de pays, même quand on parle de la démocratie, on doit aussi promouvoir des valeurs avec ces genres de profils rares dans notre pays, les gens de très bonne qualité comme cette ministre, il faudrait la protéger, surtout au moment où le chef de l'État est en train de chercher des vaillants citoyens pour l'accompagner à mettre en place sa vision telle prônée par Étienne Tshisekedi, la vision du peuple d'abord. Merci beaucoup, M. Doudou. Nous rappelons à ceux qui nous suivent que nous sommes en direct de la radio et télévision ECC. Nous sommes, c'est votre émission Éclairage. Nous sommes en train de parler du traitement de l'information relative à la guerre d'agression qui sévit dans la RDC par les médias congolais et particulièrement ceux de Kinshasa. Alors, nous allons prendre un deuxième chapitre de cette émission. Monsieur Pascal, vous venez récemment de défendre une thèse ou mener des recherches sur la presse écrite congolaise face à l'information sur la guerre du M23, regard sur les journaux Le Phare et L'Avenir. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire à ce regard ou à mener des recherches sur le traitement de l'information ou la presse écrite particulièrement congolaise face à cette guerre? Merci beaucoup. En premier lieu, la motivation de m'impliquer sur ces sujets est d'abord la passion que nous avons par rapport à ces métiers du journaliste et surtout en se focalisant en journalisme de guerre. Et surtout en regardant comment la presse se comporte. Des fois, il y avait des inquiétudes. Depuis mes études au premier cycle, je m'inquiétais beaucoup sur le comportement du journaliste. Nous avons eu à commencer l'université au moment où les pays étaient vraiment en guerre. Je suis arrivé à l'Université pédagogique nationale, UPEN, à cycle, l'année académique 2011-2012. Pendant l'année 2012, où Goma est tombé. Goma est tombé entre les mains du M23 à l'époque. Ce n'était pas facile de digérer ça en tant que patriote. Je me posais des questions, la manière où cette information était négligée à cette période-là. C'est comme si c'était normal. Et les médias parlaient comme si c'était quelque chose comme la politique, comme... Donc, on ne mesurait pas la gravité de la gravité. Je me posais des questions. Pourquoi nos médias ne voient pas la gravité de cette question? C'est le Congo qui est menacé. C'est une partie du Congo qui est menacée. Qu'est-ce qui se passe? Nos médias, vous partez sur... on ne va pas citer le nom des médias. Oui, sur tel ou tel autre média. Vous trouvez qu'il n'y a rien de contenu. On ne parle pas. Entre-temps, l'Occident nous impose des genres journalistiques ou des éléments. Mais il y a parfois même des éditions spéciales qui ne parlent que de la question tout le long de la journée. Ouais. Et qui ne parlaient pas de nos problèmes, qui ne parlaient pas pour nous, qui parlaient pour eux et pour ceux qui menacent la RDC. Et cela a commencé à m'intriguer en fait. Et c'est pourquoi, à partir de G3 à l'époque, je parlais de cette question. J'avais parlé de la presse écrite congolaise face à l'information sur la prise de Goma par les M23 en G3. En LD, j'ai dit non, je dois rester là.
je me suis encore donné la tâche de parler de l'analyse comparative du traitement de l'information sur la prise de Goma par les M23, car des journaux Le Phare et L'Avenir. Là, je fais l'analyse comparative. Je constate que ça n'allait pas toujours. Je dis même au niveau de mes études doctorales, je vais me focaliser là. C'est par là le mémoire que nous venons de défendre récemment, le 7 mars. C'est un DA, diplôme d'études approfondies, et nous sommes en train de continuer toujours dans cet élan-là pour la thèse dont nous avons déjà pris l'inscription. On est en pleine rédaction. Et pour vous dire que la motivation est d'abord personnelle. Comment l'indifférence? Pourquoi cette indifférence-là à cette période-là? Et maintenant, au niveau de la thèse, nous avons constaté quand même une implication. À partir de la résurgence du M23, il y a une différence que nous avons constatée. Il y a un vent nouveau que nous constatons. L'indifférence de 2012 et l'implication de 2021. Nous constatons des apparences, des façons de faire, même des médias, même des gouvernements, même des ministres. Et en passant, je dis aussi merci au ministre de l'Essu, que je n'ai jamais vu, on ne s'est jamais côtoyé, mais je constate que dans son secteur, ça fait un bout de temps, nous constatons du sérieux dans le secteur de la recherche, dans plusieurs de nos universités. Depuis son accession au pouvoir, nous sentons du sérieux. Nous sentons que les mesures pour accéder à l'école doctorale ne sont plus comme auparavant, où quelqu'un vient comme ça, j'entre, je fais le DA, je fais la thèse, je pars. Non, non, non. Maintenant, nous sentons, même chez nous là-bas à l'UPenn, nous sentons du sérieux qui s'impose. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensaient que ça allait continuer comme ça, et qui se plaignent par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'il y a du sérieux qui s'impose. On ne va pas entrer dans la question. Voilà, là, je passe. Je vois là où vous voulez en venir avec le fameux professeur qui a été refusé. Alors, je vais vous poser une question. Vous avez fait une étude comparative où le parallélisme entre le comportement des médias en 2012 lors de la première incursion du M23 et la résurgence justement de ce mouvement en 2021. Vous avez parlé d'un comportement différent. D'après vous, en tant que chercheur, cela peut être dû à quoi? Pourquoi les médias sont assez impliqués depuis 2021 jusqu'à ce jour dans le traitement de l'information relative à la guerre dans l'est de la RDC, contrairement en 2012? Chaque train commence par la tête. Il n'y a pas une voiture qui peut commencer à démarrer par derrière. Non, ça commence toujours par la tête. Nous allons constater qu'en 2012, la narration était purement aléatoire, superficielle. Pourquoi? Parce que les M23 en question étaient légitimés. Étaient vraiment légitimés avec un cahier des charges. Parce que M23, par son histoire, c'est l'accord signé entre le gouvernement congolais et la CNDP en 2009, le 23 mars 2009. Cet accord était un accord légitime. Mais vous allez constater avec l'actuel chef de l'État ou l'actuel gouvernement, vous constatez que maintenant là, on n'appelle pas M23 un mouvement rebelle, c'est un groupe terroriste. M23 est un groupe terroriste. Ça a été reconnu par les Nations Unies. Ça a été reconnu par notre Parlement, ça a été reconnu par les Nations Unies. Le M23 est un groupe terroriste. Et vous allez constater que le contexte change. Et à cette période-là, si vous regardez leur contenu, leur cahier des charges, et l'actuel cahier des charges, c'est du noir et du blanc. Ils ont changé de combat. Ils ont changé de combat. C'est par là que nous avons constaté, avec plusieurs lobbying, plusieurs communications, plusieurs campagnes,
On a montré maintenant, que ce soit à la population, que ce soit aux médias, que ce soit aux gouvernants, que maintenant, là, ce truc ici qu'on appelle M23, c'est un coquille vide. C'est vide vraiment. Il n'y a rien dedans. Et c'est que on doit faire, c'est quoi? C'est nous mettre ensemble, travailler pour parler le même langage, bien que ce n'est pas total jusque-là, parce qu'il y a jusque-là ceux qui parlent de langage contraire, mais d'une manière cachée, codée. Mais à l'époque, ce n'était pas d'une manière cachée, codée. À l'époque, c'était ouvertement. Ils attendaient que M23 puisse prendre l'ampleur, puisse s'imposer, Et pendant que c'était, selon les études, l'analyse que nous avons fait, c'est comme s'il y avait des manigances là-dedans. Mais maintenant, là, il n'y a plus de manigances. Et qu'est-ce qui, à quoi attribuez-vous en fait cet éveil de conscience, ce réveil ou cette prise de conscience des médias? Parce que vous l'avez bien souligné, certes en 2012, lorsque le M23 a commencé ses activités et a pris également Goma à l'époque, on avait senti une certaine indifférence des médias, alors qu'en 2021, jusqu'à 6 jours, les médias sont vraiment impliqués. Il n'y a pas un seul jour qu'il y ait au moins une information qui se passe dans l'Est de la RDC, même dans les zones occupées, traitée par un média congolais ou particulièrement un média évoluant à Kinshasa. À quoi attribuez-vous cet éveil des consciences des médias? C'est ça ma question. Cet éveil de conscience des médias commence d'abord par le numéro 1 du pays. Le chef de l'État lui-même a frappé la main sur la table. Il a dit cette fois-ci, assez, c'est assez. On doit finir une fois pour toutes avec cette histoire de M23, cette histoire de guerre. C'est pourquoi ils sont allés par des dialogues, par des accords, et ça n'a pas tenu. Il a dit, on doit finir une fois pour toutes. Et dans ces discours, dans plusieurs de ces discours, que plusieurs chercheurs, dont nous tous, des chercheurs, nous sommes appelés à analyser, à étudier, et nous avons fait cela, vous allez constater qu'il y a un ton élevé du patriotisme qui parle, du nationalisme qui parle, de défense des intérêts qui parle. Et cela a influencé maintenant les membres du gouvernement. Vous allez constater l'attitude du ministre Mouyaya, et cela a influencé même l'armée, cela a influencé aujourd'hui même la population. Je peux vous dire, aujourd'hui même dans nos maisons, nos enfants de 3 ans, 4 ans s'informent, nous posent des questions sur comment à Goma, ça se passe comment à Bukavu. Est-ce qu'ils sont partis? Les rebelles sont partis? Voilà. Aujourd'hui, il y a une appropriation de la situation qui se passe dans l'Est de la population. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin. On nous fait signe qu'il nous reste 2 minutes, mais on ne va pas se séparer comme ça. Monsieur Doudou, venez de Monsieur Pascal. On a quand même un éveil de conscience qui se constate justement dans le chef de la population par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Vous, en tant que scientifique, je ne vous prends pas en tant que cadre d'un parti politique, à qui revient ce mérite de cet éveil de conscience qu'on constate aujourd'hui au sein de la population? Comme M. Pascal vient de dire, même les petits-enfants s'intéressent maintenant à savoir ce qui se passe dans le pays, ce qui n'était pas le cas des années en arrière. À qui attribuez-vous le mérite? Les mérites reviennent toujours au peuple congolais dans l'ensemble, dont le chef de l'État fait partie de ses citoyens. Et à la tête, c'est lui qui conduit l'équipe. Donc, on ne peut que lui donner ses mérites. Bien que c'est un être humain, il y a toujours des défaillances, mais il y a encore beaucoup à faire. Là, on doit reconnaître comme des humains. Et au fur et à mesure, les choses vont changer. C'est-à-dire que nous devons reconnaître, comme vient de dire notre ami Pascal, les chercheurs, avant, avec l'ancien régime,
ils ont minimisé cette information parce qu'on constate que c'est comme s'il semblerait il y a eu un certain deal qui se faisait entre ceux qui géraient et les rebelles, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi il y a maintenant les contextes ayant changé et vous voyez que les dirigeants aussi, il y a maintenant de nouveaux dirigeants à la tête de la République démocratique du Congo qui perçoivent les choses d'une manière aussi différente. Et c'est cette manière-là qui a été imposée par la population. C'est pourquoi vous voyez ces genres de réactions. Donc ces mérites, on ne peut que attribuer ça à tous les peuples congolais qui aujourd'hui s'est réveillé. Merci beaucoup, monsieur Doudou Kabeya Munongo, cadre de l'UPS. Nous étions également avec monsieur Pascal Chikidilou, qui est chercheur en sciences de l'information et de la communication, mais également en journalisme de guerre. Monsieur Pascal, après votre thèse, après vos recherches sur la presse écrite congolaise face à l'information sur la guerre du 1-23, les cas des journaux que vous avez évoqués, le phare et l'avenir, ça sera quoi la prochaine étape de cette recherche? En fait, sur le plateau, il me sera difficile de donner cette recherche que nous avons étalée dans peu de mots, de vous expliciter ça. Il y a beaucoup de choses qui sont encore des choses que nous avons mis en public, que chacun qui a besoin de ce travail puisse consulter la bibliothèque de l'Université pédagogique nationale pour lire ces travaux. Mais vous n'avez pas pensé également à la version électronique parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Quelqu'un peut être en province, mais intéressé par le sujet. Comment il fait pour avoir le travail ou avoir ce résultat que vous avez obtenu après recherche? C'est là où je félicite le comité de gestion de l'UPEN parce qu'ils ont mis en place un système. Tous les mémoires qui se défendent ces derniers temps sont placés en ligne. On met ça en ligne. Celui qui a besoin de ça, il peut consulter dans le site officiel de l'IPEN. Il va trouver tout le mémoire, même des thèses sont déjà en ligne. Mais notre prochaine étape, on va maintenant en collaboration avec mon promoteur et copromoteur, que je salue en passant, monsieur le professeur Emmanuel Kabongo Malou et monsieur le professeur Achille Bunjoko, dont nous allons travailler ensemble pour mettre en place encore ce que nous allons faire, mais nous resterons dans cette ligne de la presse écrite congolaise face à l'information sur la guerre en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Pascal Chikidilou, chercheur en sciences de l'information et de la communication et en journalisme de guerre. Journalisme de guerre. Voilà. Et monsieur Doudou Kabeya Munongo, cadre de l'UDPS, mais également un corps scientifique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus exprimé en tant que cadre de l'UDPS. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir dans ce studio. Je pense que c'est la première et non la dernière fois. Vous serez toujours disponible en cas de besoin ou de nécessité, puisque le devoir de la nation nous appelle. On peut compter sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Exactement. Alors, et à vous qui nous avez suivis dans vos maisons, c'était Bernard Pouilly à la présentation. C'était votre nouveau numéro de l'émission Éclairage. Suivez-nous à la radio, tout comme à la télévision SCC, mais également sur nos plateformes numériques, notamment Facebook et YouTube, radio, télévision SCC. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne suite de programme sur la radio de l'Église du Christ au Congo, mais également la télévision.